prémices de la grandeur. C'est bien un film d'animation qui a marqué toute une génération, c'est bien La Planète au Trésor. On souligne tous la qualité, l'originalité, la musique, le message et les images magnifiques de cette œuvre. On est tous d'accord pour affirmer que c'est un banger. Alors pourquoi il a été un flop dès sa sortie et pourquoi il n'a pas eu le succès qu'il méritait? Et si je vous disais que La Planète au Trésor a été sabotée de l'intérieur? Alors pas par quelqu'un de mal intentionné, non, mais par le studio Disney lui-même. Aujourd'hui, on vous raconte la triste histoire d'un film aimé de tous, mais qui a subi la pire injustice en tentant de répondre à cette question. Est-ce que son échec était inévitable? Mais avant, un peu de contexte. On est au milieu des années 80 et Disney traverse une grosse phase de crise. En fait, depuis que Walt Disney est décédé, la direction tente des choses qui ne fonctionnent pas comme avant. Les Aristochats, ça ne fonctionne pas comme avant. Robin des Bois, pareil. Bernard et Bianca, ça marche pas non plus. Roxy Rookie, ah c'est vrai que Roxy Rookie, il y a certaines personnes qui ont pleuré. Chloé, t'as pleuré? Bah bien sûr. Mais ça ne suffit pas, ça ne marche pas non plus. Et pour ne rien arranger, il y a un petit film qui va sortir et qui va redéfinir la tendance cinématographique. Rien que ça. En voyant ça, Disney se dit que c'est le moment de sortir un film de science-fiction. Alors ils vont sortir The Black Hole, mais le film ne va pas vraiment fonctionner, et ensuite ils vont essayer Tron, qui va subir le même sort. Dites-vous que ça va tellement pas chez Disney qu'il va y avoir une espèce de mutinerie. Il y a Don Bluth, un de leurs animateurs, qui va se barrer avec 2 potes à lui, et 17 autres animateurs. Vous vous rappelez pas de Don Bluth? Mais si, on avait fait une vidéo, l'histoire elle est incroyable, c'est d'ailleurs l'histoire la plus ouf qu'on ait racontée sur cette chaîne, je vous mets la vidéo juste là, et aussi on la mettra à la fin, comme ça vous pourrez aller la regarder. En plus de s'approcher dangereusement de la faillite, Disney a un nouveau concurrent, la télévision. Puis alors là, la télé arrive et fait beaucoup de dessins animés qui sont vraiment bons, pour pas cher, accessibles directement dans le salon des gens. Alors vous allez me dire, heureusement, il y a les parcs à thème. Mais les parcs à thème, il n'y a pas assez de visiteurs et ça rapporte pas assez. Alors vous allez me dire, mais ils ont tellement investi pour Disney Channel. Toujours pas rentable. Bon bah ça y est, c'est officiel, Disney est en faillite. Non, pas encore, on y arrive. On arrive en 1984 et Roy Disney va placer à la tête de Disney Michael Eisner et Frank Wells. Il va aussi nommer Jeffrey Katzenberg président de la Walt Disney Pictures. Retenez bien son nom à Jeffrey, il va revenir après. Et d'ailleurs Michael et Frank, c'est les 2 petits gars qui ont eu l'idée d'implanter Disneyland en France. Bref, avec tous ces changements, Disney va mieux se porter ? Eh ben non, il y a des tensions internes et Taram et le chaudron magique fait cracher l'entreprise. Forcément, avec tout ça, les gens ils se disent le studio Disney c'est un studio vieillissant. On voit qu'ils savent plus trop où aller. Il serait grand temps de faire un vrai changement. Et vous savez quoi? C'est ce qui va se passer. Ils vont prendre la décision de remanier leurs équipes et d'écouter tout le monde. Parce qu'avant, ils écoutaient vraiment qu'une poignée de personnes, genre vraiment l'élite Disney. Et ils vont organiser des réunions créatives, ils ont appelé ça les gong shows, où tous les employés de l'entreprise vont donner des idées de films, des pitchs, des dessins, etc. Et c'est là, en 1985, que pendant ces fameuses réunions, il y a 2 gars qui vont proposer une idée. L'idée d'un film de pirates, mais dans l'espace. L'idée d'une planète au trésor. Mais c'est qui ces 2 gars? Eh ben je vous présente Ron et John. Et Ron, il vient pas de nulle part, il vient des studios d'Hanna-Barbera. Si ce studio vous dit quelque chose, c'est normal, c'est ceux qui ont produit Scooby-Doo. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur Scooby-Doo, mais tout est lié ou quoi? Ron a travaillé sur Taram et le chaudron magique, Rox et Rookie. C'est d'ailleurs sur ce projet qu'il va rencontrer John. Les 2 se sont super bien entendus et leur duo va vraiment se créer quand ils vont travailler ensemble en réalisant Basil Détective Privé. Ron, qui aime beaucoup la science-fiction et qui a sans doute été inspiré par va alors lui parler d'une idée de film qui reprend l'histoire de l'île au trésor, mais dans l'espace. Avec son nouvel ami John, ils vont imaginer l'idée de la planète au trésor. Ils imaginent des personnages contemporains où une jambe de bois d'un pirate deviendrait une jambe robotique, un vieux fusil deviendrait un pistolet laser, un bateau à voile deviendrait un bateau solaire. Pendant la réunion, il va aussi proposer l'adaptation d'un des contes d'Andersen, La Petite Sirène. Bon, je pense que vous savez ce qui s'est passé, ils sont d'abord partis sur La Petite Sirène. La Petite Sirène sort au cinéma en 1989 et remporte à elle seule un bénéfice de 235 millions de dollars. Et La Petite Sirène va lancer le second âge d'or de Disney. Et c'est à ce moment-là qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle dans le milieu une énorme douille. Ron, oui, merci, La Petite Sirène, incroyable, vraiment. On est content que ça ait marché en tout cas. Didi, t'avais pas eu une idée de science-fiction avec des pirates et tout dans l'espace? Ah bah ouais, carrément, en plus j'ai écrit 2 pages sur le sujet. Ouais, génial, écoute, on est partant pour te faire confiance sur le projet. Ah ouais, ça fait vraiment des années que j'ai ce projet en tête. Cependant, faut juste que tu nous fasses un film avant, tu sais, un peu comme La Petite Sirène et tout, tu vois. On peut faire ça, ouais, carrément. Mais après, je pourrais faire mon projet de pirate dans l'espace. Bah oui, t'inquiète. T'inquiète.
Ron et John vont alors proposer Aladdin qui est immédiatement validé. Et bah oui évidemment, il y a une histoire d'amour, une princesse, des belles musiques, d'ailleurs les musiques d'Aladdin sont folles, les voix françaises sont ouf, on prend jamais le temps de remercier les voix françaises, donc merci les voix françaises d'Aladdin. Et ben voilà Antoine et Chloé, je me retrouve maintenant sur une chaîne YouTube. Eh bien j'en profite pour remercier tous les fans d'Aladdin pour les merveilleux messages que je reçois depuis maintenant 33 ans, et oui le temps passe vite. Bravo à tous les deux pour cette chaîne, et je vous dis à bientôt, des bisous. Bah voilà, j'espère qu'on vous a régalé avec ce droit de réponse, n'hésitez pas à booster la vidéo du coup. Allez les gars, l'autre fois on était à ça d'être dans le top 100 français, alors vous allez me booster. C'est le meilleur moyen de soutenir, voilà, merci. Ce qui est intéressant avec Aladdin, c'est qu'il y a un mélange 2D, 3D. En fait, ils vont utiliser la 3D pour les éléments complexes, comme la tête du tigre ou le tapis volant. Et avec cette révolution technologique, Ron va voir Disney pour leur expliquer que son idée d'adaptation de l'île au trésor dans l'espace pourrait vraiment être très stylée. Mais côté Disney, c'est pas le bon moment. Ils sont en train de travailler sur l'étrange Noël de Monsieur Jack avec Tim Burton, ils bossent aussi sur le Roi Lion, sans parler de Pixar qui veut se lancer dans l'animation 3D, ou bref, Disney n'a pas le temps pour ce projet. D'ailleurs, pendant que Ron et John sont en train de bosser sur Aladdin, ils vont rencontrer Ted et Terry, vous savez, c'est les futurs scénaristes qui vont faire Pirates des Caraïbes, pareil on en a fait une vidéo. Donc là, il y a 4 mecs qui kiffent les pirates réunis ensemble. Bah évidemment qu'ils vont commencer à bosser en cachette sur la planète à trésor sur leur temps libre. Le temps passe et pendant la campagne promotionnelle d'Aladdin, Ron et John vont avoir une réunion avec Jeffrey. J'espère que c'est pour parler de la planète au trésor. Messieurs, bonjour, j'ai besoin de vous pour le prochain projet. Ah bah génial, nous on a hâte de faire la planète au trésor. On aimerait faire une adaptation du roman Une princesse sur Mars. T'avais pas dit qu'après Aladdin on ferait... Surtout on veut rester dans notre zone de confort, là on voit que les films de princesse ça marche bien. Histoire tragique à la Roméo et Juliette là, c'est nickel. Bon allez, faites pas cette tête, ça se passe dans l'espace. Sachez que Ron a vraiment pété un plomb pendant la réunion. Bon, de toute façon, vous le savez, le projet ne sera pas fait à ce moment-là. Mais en 2012 avec John Carter, le plus gros flop de tous les temps qui a failli tuer Disney. On pourrait même en faire une vidéo si vous voulez. Alors que le projet est une fois de plus mis de côté, les créateurs ignorent encore ce qui les attend. Nous sommes en 1994 et Disney s'apprête à vivre une période particulièrement difficile. L'année commence très mal. Frank, qui avait pris la direction de Disney avec Michael, meurt dans un accident d'hélicoptère. Jeffrey n'a pas été choisi pour prendre la succession de Frank, et il va très mal le prendre. Il va démissionner pour créer son propre studio de son côté, DreamWorks. Ouais, ça fait un concurrent de plus pour Disney, et pas des moindres. Décidément, l'histoire se répète chez Disney. Et ils ont tout intérêt à garder dans leur équipe Ron et John, car il faudrait pas qu'ils partent chez la concurrence. Il va alors falloir frapper très fort. Et ça tombe bien, car chez Disney, il y a 2 animateurs qui arrivent à transformer chaque projet en succès. Ils vont donc aller voir Ron et John en leur demandant de réaliser La planète au trésor. Et non! Bah non, bah oui. On s'en doutait tous. Ils vont leur demander de faire Hercule. Mais ils sont quand même sympas parce qu'ils leur ont dit, bon là les gars, cette fois vraiment... Vous faites La planète au trésor après Hercule, genre là vraiment y a pas de souci. Hercule sort en 1997 et c'est un succès. Ron et John deviennent à ce moment-là des animateurs très respectés. Et ça tombe bien car enfin il est temps pour nous de vous raconter comment s'est passé le projet de La planète au trésor. Nous sommes en 1998 et ça y est, le studio se lance dans le développement créatif de La planète au trésor. Même s'ils ont bossé dans leur coin, il y a encore du boulot. Il va leur falloir encore 2 ans pour développer les personnages, les décors, le design, etc. Entre temps, Disney sort Tarzan en 1999, un film qui mélange aussi 2D et 3D, donnant de la profondeur au décor. Ron et John vont se baser sur l'avancée de cette technologie pour La planète au trésor. Le temps passe, on arrive dans les années 2000 et ça y est, la production commence officiellement et le projet prend beaucoup d'ampleur, passant de 350 personnes qui bossent sur le projet à plus de 1000 personnes. C'est énorme. Et vous allez comprendre pourquoi il a fallu autant de gens. Sans même parler du défi que représente l'adaptation du récit culte de l'île au trésor dans un univers de science-fiction, il y a une question à laquelle on n'a pas encore répondu, c'est comment l'animation 2D et 3D peuvent-elles se combiner? Ils veulent aller plus loin qu'avec Tarzan. Ils veulent intégrer la 3D directement sur les personnages. Ils veulent fusionner l'organique du crayon et la précision de l'ordinateur. Et ça, à l'époque, c'est une énorme dinguerie. Du coup, il va falloir faire des tests. Ils vont alors reprendre des anciennes animations pour y attacher des éléments 3D. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une animation du Capitaine Crochet avec un bras robotique. Évidemment, ils se sont aussi inspirés des illustrations classiques du livre en modernisant l'approche. Et pour éviter d'avoir une image un peu trop froide, trop science-fiction, ils ont appliqué la règle d'or. La règle d'or, c'est le 70-30. Alors qu'est-ce que ça veut dire 70-30 ? 70% des esthétiques traditionnelles rappelant le 18e siècle avec du bois, des voiles, du cuir, du laiton, contre 30% de technologies futuristes comme des moteurs à propulsion, des cyborgs. D'ailleurs, la règle 70-30 a aussi été utilisée pour la musique. 6 dessins animés visuellement magnifiques
magnifique? C'est parce que chaque image du film a été pensée comme une peinture à l'huile d'un livre d'aventure. Ce style évoque aussi l'univers de Jules Verne, privilégiant une technologie mécanique visible, faite de rouages et de pistons, plutôt que des écrans tactiles ou du plastique lisse. Côté espace, on n'est pas sur un vide complètement noir avec des étoiles, mais avec un véritable océan céleste coloré, vivant et respirable, qui renforce la dimension fantastique de ce voyage. Mais la production de la planète au trésor a été la plus stressante et éprouvante pour Ron et John, parce que ce projet cache un vrai paradoxe. Avant de vous parler du paradoxe, vérifiez bien que vous êtes abonné à cette chaîne, parce qu'on dirait pas comme ça, mais des fois on n'est pas abonné quoi, c'est fou quand même hein. Merci. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que pendant la renaissance Disney, les films ont été extrêmement rentables. Tellement que les studios ont augmenté les salaires des employés. Alors ça c'est une bonne nouvelle, c'est juste que l'animation 2D devient alors un luxe. Si Disney peut le payer, c'est tant mieux, pour l'instant. Jusqu'au jour où Pixar débarque. Toy Story a coûté 25 millions de dollars et a remporté 375 millions de dollars. En un seul film, il prouve que la 3D c'est l'avenir. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Sans parler de la concurrence, avec Jeffrey et son petit studio DreamWorks qui se lance aussi dans la 3D, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi de tendance. Alors Disney va prendre la décision de réduire les coûts et d'augmenter la rentabilité. Et ce choix va mettre en très grande difficulté la planète au trésor. Disney baisse les salaires des équipes d'animation 2D, décide aussi de passer de 2000 employés à seulement 1200. C'est un énorme licenciement et des centaines d'artistes mis à la porte. Et pour ne rien arranger, Cusco et Atlantide réalisent un score moyen au box-office, ce qui ne plaide pas en faveur de l'animation 2D. Sauf pour Lilo et Stitch, voilà, c'est vraiment la seule exception. Je vous rappelle qu'en face on a Shrek avec DreamWorks ou même L'Âge de glace avec Blue Sky. Ces deux films ont eu un succès incroyable. Et au milieu de tout ça, au milieu de ce chaos, on a Ron et John qui se battent pour réaliser la planète au trésor. Mettez-vous à leur place, ça fait 15 ans qu'ils ont l'idée de faire ce film, et le jour où ils obtiennent le feu vert, la direction coupe les fonds, les moyens, le personnel et surtout, Disney ne mise plus sur la 2D. Leurs collègues commençaient à être virés, les bureaux du département 2D se vident de plus en plus, ils doivent faire avec moins de budget, sans parler du marketing qui est réduit. C'est vraiment une situation catastrophique pour Ron et John, mais le pire reste à venir. Le budget du film s'élève à 140 millions de dollars, ce qui fait du film le plus gros budget d'un film 2D pour l'époque. Après des années de travail acharné, après s'être battu pour rentrer dans des budgets très serrés, La planète au trésor sort en novembre 2002. Mais il se retrouve face à Harry Potter et James Bond. Autant vous dire que la sortie du film est compliquée et ne rembourse même pas la production. Et en plus de ça, vu que Disney n'est plus intéressé par la 2D, ils vont saboter le marketing. Disney avait des projets 2D en cours. Du coup, ils se sont juste dépêchés pour les terminer et passer à autre chose. Sans parler de Monstres et compagnie qui, sorti la même année, enterre encore plus l'animation 2D. Et avec toute cette histoire, on peut se poser une question. Est-ce que cet échec était inévitable ? Le film a été pris au piège d'un timing impossible. Sorti plus tôt, il aurait sacrifié sa révolution technologique, mais en sortant en 2002, il est devenu le sacrifice d'un studio qui ne jurait plus que par la rentabilité de la 3D. Disney a fini par saboter son propre projet en l'envoyant face à Harry Potter sans aucun soutien marketing, et c'est une fin profondément injuste pour Ron et John, qui s'étaient battus pendant 15 ans pour porter ce rêve à l'écran. D'ailleurs, j'ai une vraie question, est-ce qu'il y a des gens en 2002 qui sont allés voir ce film au ciné ? En vrai, si on met le contexte de côté, le plus gros reproche qui est fait à ce film, c'est qu'on ne sait pas à qui il s'adresse. Il est destiné aux enfants, aux ados, aux adultes. Pour beaucoup, l'histoire ne serait pas assez sérieuse pour les adultes et pas assez enfantin pour les enfants. Pourtant, quand on regarde 20 ans plus tard, on se rend compte que le chiffre du box-office ne nous dit pas tout. Passé d'un naufrage financier à une véritable mine d'or nostalgique. Le film affiche désormais un 7,2 sur 10 sur IMDb, surclassant même des succès commerciaux de l'époque. Sa valeur ne se mesure plus en dollars au box-office, mais à travers une cote de popularité immense et un marché de collectionneurs passionnés. Et d'ailleurs, on a remarqué un truc, on n'est pas d'ailleurs les seuls, mais quand on regarde les succès qu'il y a eu récemment, Arcane, mélange animation 2D 3D. Le Chapeau T2, mélange animation 2D 3D. Pareil pour Spider-Verse. En fait, on se rend compte qu'au final, La planète au trésor l'avait déjà fait 20 ans plus tôt. À partir de là, on pourrait se dire que le film n'a pas vraiment échoué. Il avait peut-être juste 20 ans d'avance. Et comme promis, on a 2 vidéos à vous proposer. La première, un employé qui s'est barré de Disney parce qu'il en pouvait plus. Disney vraiment a tout fait pour le détruire. On a celle sur Pirates des Caraïbes qui n'aurait jamais dû exister. Mais il y a 2 gars qui y ont cru dur comme fer pendant plusieurs années. C'était vraiment un travail acharné. Et suivez-nous sur Instagram. On est en live tous les dimanches à 19h sur Twitch ou quoi ? Aussi.